je me suis projetée et je me suis dit: «Mais peut-être que si moi un jour je suis dans un fauteuil roulant, et ben, en fait, peut-être que je le vivrai pas si mal». Marion a ce qu'on appelle une myopathie faciale scapulo-humérale, FSH pour aller un peu plus vite. Cette dernière fait partie de la grande famille des maladies dégénératives. Celles qui dégénèrent donc, qui s'aggravent, qui s'empirent, bref, qui sont de plus en plus galères comme Alzheimer ou la sclérose en plaques. Par contre, dans cet épisode, on parlera de maladies évolutives, si vous voulez bien. C'est pareil, mais c'est moins péjoratif. Marion était petite quand les premiers signes de la maladie sont apparus. Mais ils n'étaient pas très inquiétants, et puis on ne savait pas grand-chose de la FSH dans les années 80-90. C'est à 13 ans que se manifestent des signes plus visibles, et à 15 ans, on pose enfin le diagnostic. Ce jour-là, la vie de Marion s'écroule. En plus de se trouver moche parce qu'elle a une bouche tordue et une omoplate qui ressort fort dans le dos, elle pense que son avenir sera un cauchemar avec cette maladie qu'elle ne comprend pas encore. Eh bien, elle se trompait. Depuis, elle a fait du chemin, elle est devenue artiste, illustratrice, a de super potes. Sa famille dans le sud de la France, d'où elle est originaire, continue de la soutenir dans sa vie. Elle est amoureuse et, la cerise sur le gâteau du moment, elle a co-réalisé un film avec Laetitia Moreau qui s'appelle Marion ou la métamorphose. Ce film est pour elle l'occasion de partager son récit de vie et de raconter comment elle a réussi à se réinventer à travers la maladie. Je ferai d'ailleurs souvent référence au film dans ce podcast. Les infos pratiques pour le voir seront données à la fin de l'épisode, donc n'hésitez pas. C'est un film magnifique et poétique, il est très touchant, on pleure, mais on rit aussi, c'est vraiment beau. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. C'est une fonte des muscles. Donc, finalement, les muscles, ce sont comme des petites cordelettes qui forment une grosse cordelette. Et par un mécanisme assez complexe que j'aurais du mal à expliquer. Mais certaines cordelettes donc meurent, les cellules se renouvellent mal ou sont détruites. Et donc, ce qui fait qu'avant, on avait une grosse corde qui formait le muscle avec plein de petites cordelettes. Et on se retrouve avec certains muscles qui n'en ont plus que quelques-unes. Donc, ils sont simplement très fins, très atrophiés. Et du coup, ils peuvent pas faire les actions qu'ils font d'habitude. Ça peut être lever une jambe, lever un bras. Voilà, ça touche des muscles, on ne sait pas trop. C'est surtout les membres supérieurs, mais ça descend aussi dans les membres inférieurs. Et c'est très, très variable en fonction des personnes. Donc, et en fait, si le muscle qui est touché est très important dans la chaîne musculaire, il peut être très handicapant. Voilà. Il y a des fois, il touche certains membres certains muscles qui sont peut-être moins importants, alors on est moins gêné. Mais si ça touche un endroit clé, il y a des choses, on pourra par exemple plus se relever parce qu'il nous manque un muscle releveur, en fait, dans les cuisses ou dans les fessiers, ou voilà. La particularité de cette maladie, c'est qu'elle est très variable en fonction des personnes. En fonction de l'âge, il y a des gens très atteints, des gens très peu atteints, des gens qui ne se rendent même pas compte toute leur vie parce que les signes sont très discrets. Donc oui, ça évolue dans le temps. Ça veut surtout dire qu'en général, on récupère pas ce qu'on a perdu. Donc le muscle qui est abîmé, on va pas récupérer les fibres qui sont mortes ou qui sont plus saines. Donc forcément, de moins en moins, et forcément, voilà, les atteintes sont de plus en plus importantes. Voilà. Donc moi, c'est aussi quelque chose que j'ai senti et que je sens. J'ai plus les mêmes capacités au niveau des jambes que j'avais quand j'avais 18 ans. Voilà. Et aussi, il y a l'âge qui se rajoute à ça. Donc forcément, voilà. Et ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Aussi. Oui. Aujourd'hui, les experts qui accompagnent les personnes atteintes, notamment de maladies évolutives, insistent sur l'importance d'annoncer un diagnostic difficile de manière humaine et empathique. Du haut de ses 15 ans, Marion n'a pas pu bénéficier de cette bienveillance autour de l'annonce d'une maladie qui ronge ses muscles. Pour elle, ça a été une douche froide. Le médecin lui a balancé un jargon médical pour expliquer ce qu'elle avait. Résultat, elle n'a pas compris grand-chose. Mais par contre, elle a bien capté que cette maladie était très grave.
C'est très ambigu parce qu'avec du recul, je pense que le diagnostic m'a donné une deuxième maladie, voilà, qui m'a pas forcément aidée dans la gestion de mes symptômes, c'est-à-dire la maladie de l'angoisse, la maladie de la honte, la maladie de tout ça. Parce que voilà, je suis tombée sur un neurologue qui était vraiment pas très humain et que je suis convaincue que le moment du diagnostic est très important dans le parcours. Je pense que ça a été bien de mettre un mot, en effet, sur ce que j'avais, mais que finalement, La manière de l'amener la est manière de super l'amener, importante. et sincèrement, voilà, c'est comment dire, ça donne peut-être des explications sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Donc, dans un certain sens, oui, c'est important. Après, ça n'aide en rien pour tout le reste, quoi. C'est-à-dire comment gérer ces symptômes-là dans son corps, comment gérer ses émotions. Il y a des gens pour qui c'est très salvateur. Et c'est voilà, ben, j'ai ça, maintenant, ça permet de se diriger, de se prendre en charge, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une partie aussi qui est très délicate avec le diagnostic et qui nous condamne aussi et qui nous met dans une temporalité particulière, en fait. Tu l'expliques très bien dans le documentaire, justement. Tu dis, voilà, la situation idéale que j'aurais voulu. Et on voit ce médecin dans un canoë avec toi qui rame et qui te donne ce diagnostic, mais d'une façon totalement différente. Ce sont des mots très simples. C'est vraiment pas la lune. Et je pense que vraiment, dans ces problématiques de maladie, de handicap, etc., les mots sont hyper importants. Et qu'il faut soigner les mots. Mais je suis convaincue que les mots ont leur rôle et parfois, c'est pas si compliqué, vraiment. J'ai l'impression que ça aurait quand même un petit peu allégé les choses et donné une direction un peu plus positive, voilà. Moi, je me souviens surtout que j'ai vraiment honte de mon corps, tout ce qui est voilà être en débardeur. En plus, j'habite dans le sud de la France, donc il fait très chaud et donc comme j'ai les os qui ressortent derrière, j'ai une omoplate qui sort énormément et tout. Du coup, je suis vraiment très mobilisée sur cette question de mon apparence et du regard des autres, avec tout ce moment de l'adolescence où on a très envie de plaire ou voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est absolument cacher ce truc. Ça, je mets toute mon énergie à ça. Et voilà, je pense que j'arrive jusqu'à mes 18 ans où là, c'est très compliqué parce qu'en plus, on va dans des études supérieures, j'habite seule, etc. Donc là, c'est un moment très difficile et je pense que je me fais une grosse dépression à ce moment-là. Parce que en fait, c'est difficile de gérer la nouvelle vie de jeune adulte et de jeune étudiante quand en plus, t'es tellement mobilisé dans ta tête psychologiquement avec des questions que tu devrais pas te poser à ton âge. Voilà, j'avais aussi énormément de douleurs, quoi. Et que du coup, voilà, ça renvoie à... En fait, les gens se rendent pas compte de la souffrance physique que tu peux avoir. Et comme ça se voit pas, voilà, ben, t'es plus vite fatigué que les autres. Tu mets plus de temps à récupérer, tout ça. Donc ça, voilà, il y a la charge mentale. J'avais oublié de dire qu'il y avait cet aspect, cette dimension de douleur physique aussi, bien sûr. Je me construis en fait intérieurement sur la peur de ce qui va arriver. Donc en fait, ça infuse dans toute la vie finalement. Quand tu as très très peur de l'avenir, de ce qui va, voilà, ben tout devient un petit peu anxiogène et donc voilà, Au niveau social et relationnel, par exemple. Bon, ça va, mais en fait, il y a une réelle, comment dire, il y a ce que je vis à l'intérieur et ce que je dis pas, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de raconter ces choses-là à tout le monde. Et donc, il y a une grande différence entre ce que je vis à l'intérieur et ce que j'exprime ou ce que voilà. Donc, il y a un peu pas deux facettes, mais j'ai un monde intérieur très secret et très verrouillé. Donc, je suis tout le temps en hyper protection. Et malgré tout, j'ai pas de problèmes sociaux. Je veux dire, je suis très entourée, etc. Mais il y a vraiment cette frontière, en fait, entre les autres et moi, quoi. Mmh.
Donc même au niveau amoureux, tu vois, j'ai vraiment beaucoup de mal voilà, à m'ouvrir à l'autre et tout parce que je suis en protection totale, voilà. C'est vraiment de se projeter dans l'avenir en se disant alors quel muscle ça va toucher, à quel moment, est-ce qu'à 30 ans je marcherai encore, est-ce qu'à 50 ans je marcherai encore, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place dans ma vie pour voilà pour faire face à ça. Donc voilà, c'est juste des questions qui tournent en boucle, quoi. Et c'est la peur, du coup, de devenir porteuse d'un handicap Ouais, physique ouais, et ouais. de se retrouver en fauteuil roulant. Cette peur-là et aussi cette peur de perdre en fait la capacité de faire des choses, quoi. La maîtrise de son corps. Ouais, de se dire qu'il y a des activités qu'on pourra plus faire, voilà. Des activités de loisirs, des activités au quotidien. Et bien sûr, il y a cette peur du fauteuil roulant, quoi. Vraiment, ouais. Dans son film, Marion partage le long parcours qui l'a mené à sa métamorphose. Je pense que la peur peut être une alliée. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, avoir peur nous protège. Et ces mécanismes de protection peuvent se traduire par un besoin de comprendre certains concepts, de comprendre aussi qu'on ne contrôle pas tout. À partir de là, une infinité de scénarios peuvent se réaliser. Marion a construit le sien. Alors, j'ai utilisé pas mal d'expressions et de mots que j'ai empruntés à des auteurs et des autrices. Parce que les mots, la lecture, ça a été vraiment un médicament pour moi pour avancer sur mon parcours. Et j'ai aimé lire des livres de penseurs qui réfléchissent voilà, à la maladie, à l'éthique médicale, au rapport patient et médecin, etc. Et donc, j'ai emprunté cette expression de l'innocence biologique à quelqu'un qui s'appelle Philippe Barrier, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et l'innocence biologique, en fait, ça peut faire aussi référence à une autre expression qui est le silence des organes. Et donc, c'est de dire que quand on n'est pas malade, finalement, on ressent pas vraiment notre corps et on le ressent plus voilà, quand il y a quelque chose qui va pas. Et que la plupart des gens qui n'ont pas vraiment de problème de santé, elles n'ont pas cette conscience aiguë de leur corps. Quand tu as un problème physique, après, t'arrives mieux à sentir en même temps la souffrance, mais je crois aussi l'inverse, c'est-à-dire le bien-être. Ça a pris des années et je pense que c'est vraiment des rencontres, des lectures, de l'entourage familial et amical et amoureux. Voilà, c'est à la fois refaire un petit, enfin, se redonner confiance et l'estime de soi, ça passe voilà par ou le travail même, des réalisations dans le domaine professionnel, etc. Mais après, il y a tout un travail qu'on doit faire aussi de déconstruction sur des images voilà, du handicap, de la maladie, l'image du drame, de la fatalité, etc. Donc ça, c'est aussi un autre endroit. Et après, il y a aussi comment faire avec des sensations désagréables dans son corps. Comment ma tête et mon corps marchent ensemble. Comment je gère la douleur. Et là, voilà, c'est avec des thérapeutes, avec des techniques différentes. Voilà. L'innocence biologique de la perte, c'est une grande chose, mais après, il faut quand même arriver à faire avec ce non-silence des organes. Ce cri du corps. Mais je crois que ce que j'ai le plus appris, voilà, c'est aussi comprendre comment je marchais entre ma tête et mon corps et ne pas donner trop de place, en fait, en soi, la douleur ou tous ces genres de choses. Ce sont des capteurs des nerfs qui renvoient au cerveau quelque chose. Voilà. Après, la seconde couche, c'est toutes les idées qui arrivent ensuite, les pensées, qui disaient, bah voilà, t'as encore mal, et ben c'est la merde, et ben plus tard ça sera comme ça, et puis de toute façon t'arrives. Voilà. Donc moi, ce que ça m'a appris, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait de ces signaux-là du corps, jusqu'où ils vont, et est-ce qu'on laisse les pensées aller jusque-là?
Et là, c'est vraiment de l'ordre de la méditation, de ce genre de choses. Mais ça sert pour toutes les choses de la vie, en fait. C'est-à-dire le mental qui prend le dessus et qui nous raconte des histoires. Donc moi, je pense que ça a été ma plus grande découverte. Oui, donc c'est vrai que c'est pas un moment, une fois, une parole, une rencontre. C'est effectivement un long travail, un long processus que tu as mis en place. Mais peut-être qu'il y a des rencontres qui t'ont un peu plus marqué. Et il y a cette personne dans ce documentaire, Vincent, qui est en fauteuil roulant. Et j'aurais bien voulu que tu nous expliques en fait comment tu as rencontré Vincent et comment il est arrivé dans ta vie et ce qu'il t'a apporté. En fait, j'avais déjà fait cette démarche, mais j'étais déjà allée à une rencontre de malades par le passé. Mais je l'avais vécu très très mal, j'étais avec mes parents et donc voilà. Pourquoi ? Et là, c'était... Comment ? Pourquoi tu l'avais mal vécu ? Parce que justement, je voyais des gens qui étaient plus atteints que moi. Et donc, ça a représenté ce que j'allais devenir plus tard, avec toute cette idée négative du handicap, etc. Et que je me disais que ces gens, c'est forcément plus malheureux que les autres. Et cette deuxième fois, là, je l'ai fait, donc j'étais plus avancée, j'étais vraiment adulte. Et je crois que c'était vers mes 28 ans. Et j'ai refait cette démarche en ayant avancé depuis des années. Et je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Et donc, voilà, il y avait Vincent qui était un des intervenants de la journée et qui était en fauteuil. Et en fait, justement, il a raconté son diagnostic qui ne s'était pas passé du tout de la même manière que moi, mais beaucoup mieux. Et il y a plein de choses comme ça où je me suis dit, tiens, moi je l'ai vécu comme ça, mais lui il a vécu différemment. Et en fait, il avait une manière de voir sa maladie qui était vraiment pas du tout justement dans cette peur ou dans le pathos, mais de manière beaucoup plus légère. Et ça m'a interpellée et je me suis dit, je me suis projetée et je me suis dit, mais peut-être que si moi un jour je suis dans un fauteuil roulant, et en fait, peut-être que je le vivrais pas si mal. Il avait un spectre tellement large, là où moi, mon spectre, il était orienté que du côté sombre, en fait. Malheureusement, du point de vue de l'imaginaire, moi, j'aurais tendance à dire il faut aller du côté de l'arc-en-ciel un peu plus rose, quitte à éluder parfois quelques difficultés, mais parce que, en fait, sinon, très vite, on est tout le temps ramené dans cette case sombre, tout le temps, tout le temps. Donc, au niveau de la narration, au niveau des médias, au niveau des récits, etc., je pense quand même qu'on a intérêt à un petit peu orienter la caméra vers ce côté-là. Oh, j'ose pas le dire, je vais le dire, je sais pas si je vais le garder parce que du coup, en fait, j'ai l'impression de spoiler à mort le documentaire. Mais c'est vrai que tu parles de cette notion de guérison. Tu dis que t'as plus besoin d'être guéri et je trouve ça super fort. Est-ce qu'on peut à un moment donné se dire je suis malade, mais en fait merci. Merci à la maladie, comme certaines personnes le ressentent avec un cancer ou avec un burn-out. Beaucoup, on a entendu, ces temps-ci, ça se visibilise beaucoup, de dire merci à mon burn-out ou merci à mon cancer, parce qu'en fait, je préfère la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est ça aussi que tu te dis ? Oui, moi je me dis que en fait j'ai cessé de croire qu'on pouvait contrôler la vie, voilà. Donc il n'y a pas de contrôle et que il n'y a pas d'autre Marion qui existe dans l'univers ou le métaverse. Enfin, en tout cas, je suis pas au courant de Marion qui n'ait pas cette maladie. Donc c'est la seule. Je suis athée, donc voilà, c'est la seule existence que j'ai. Et donc c'est celle-là. Donc je la prends à bras le corps et voilà. Si vous souhaitez creuser la question des impacts psychologiques d'une maladie évolutive, rendez-vous sur enmarche.be et lisez notre article « Se réinventer à travers la maladie ». Chose promise, chose due, le film Marion ou la métamorphose, co-réalisé par Laetitia Moreau et Marion Sélénet, produit par Laurent Duret, Quentin Noirfalis et Antoine Sanchez, sera diffusé à Bruxelles, dans la commune de Molenbeek, le 5 octobre, au Centre culturel La Vallée, dans le cadre de l'In-Outsider. Toujours à Bruxelles, le 10 décembre, au Centre culturel de Schaerbeek, et le 10 décembre également, mais cette fois à Marche-en-Famenne, rendez-vous au Tiroir des Saveurs. Si cette histoire vous a inspiré, alors n'hésitez pas à la partager,
à mettre des étoiles et à vous abonner à la chaîne En Marche Podcast pour découvrir chaque mois une nouvelle inspiration. À bientôt!